Bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour le deuxième épisode des webinaires, ma première fois sur la question de l'embauche du premier collaborateur. Pour rappel, ces webinaires, ils sont co-organisés par le CJD et par Réseau Entreprendre. Je suis Manon Aymar de la Fédération Réseau Entreprendre et je suis très heureuse de vous retrouver avec Muriel, donc secrétaire générale du CJD, qui va co-animer avec moi la session, et évidemment Stéphane du cabinet Picard Avocat, qui nous a proposé la thématique et qui nous apporte tous ces éclairages et précieux conseils. Alors, on s'est posé la question la semaine dernière, à savoir comment conclure avec son premier salarié. Dans toute logique, aujourd'hui, on va se questionner sur comment vivre avec son premier salarié. On est ensemble jusqu'à 17h45. On vous rappelle, comme la dernière fois, que vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la conversation, et on va prendre le temps à la fin de la session pour y répondre. Voilà, je vous propose qu'on commence. Je crois que Muriel, tu avais déjà une question. Oui, absolument. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier numéro, et au premier numéro d'ailleurs, sur le recrutement. D'ailleurs, à ce propos, juste sur un aparté, mais dans le chat, on va vous mettre le replay de cette émission, de ce webinaire qu'on a mené la semaine dernière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que Stéphane, tu peux nous rappeler quelques éléments, notamment concernant la période d'essai? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Muriel, bonjour Manon. Donc effectivement, lors de la première séquence, on avait vu un peu quels étaient les passages obligés dans la rédaction de votre premier contrat de travail. Et évidemment, lorsqu'on parle de ma vie avec mon premier salarié, eh bien la première clause, on va dire, qui fonctionne dans les deux sens, tant pour vous que pour votre salarié, c'est évidemment cette clause relative à la période d'essai. Donc, effectivement, il y a un peu une période de fiançailles qui est liée à cette période d'essai, qui fonctionne donc dans les deux sens, c'est-à-dire vous, comme votre salarié, pourrez mettre un terme à cette relation qui vient de débuter dans le cadre de cette période d'essai. Donc, très rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué lors de la première séquence, période d'essai, clause obligatoire dans le contrat de travail. La durée de la période d'essai, elle est fixée par le contrat de travail. Vous devez également vous référer aux dispositions de la convention collective si vous avez une convention collective qui est applicable. Si on applique les dispositions du Code du travail, on est sur 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres. Pendant cette période-là, il y a une faculté pour les deux parties donc, de rompre le contrat sans invoquer un motif particulier. Et petit point d'attention, je l'avais rappelé lors de la première séquence, on est vraiment sur l'évaluation des aptitudes professionnelles. On n'est surtout pas sur une sanction d'une faute d'un salarié. Et dernier point d'attention, puisqu'on voit encore au cabinet trop de dossiers qui arrivent sur cette thématique-là, pour avoir un renouvellement de la période d'essai, il faut non seulement que votre contrat de travail le prévoie, mais aussi et surtout un texte de nature, on va dire, supérieure, qui est soit un accord collectif, soit une convention collective. Donc attention, le renouvellement de la période d'essai, ce n'est pas automatique. Donc prenez garde à ça, puisqu'évidemment, si vous avez une rupture du contrat de travail dans une période d'essai que vous avez renouvelée, mais que vous ne pouviez pas en réalité renouveler, évidemment, vous allez avoir un problème en termes de responsabilité, de dommages et intérêts. On verra tout ça lors du dernier webinaire qu'on animera. Merci Stéphane. Alors disons que maintenant la période d'essai est terminée. Si je me rends compte que mon activité elle a un peu changé, elle a évolué, est-ce que je peux attribuer, tu penses, de nouvelles tâches, de nouvelles fonctions à mon salarié? C'est possible? Effectivement, c'est une question qu'a priori le nombre d'entre vous seraient amenés à vous poser. Je démarre mon activité, j'embauche mon salarié pour réaliser telle ou telle tâche. Est-ce que je peux faire évoluer le contenu de sa prestation de travail? Là, le Code du travail, il va classer la situation dans deux cases. La première case, c'est ce qu'on va appeler le simple changement des conditions de travail, qui va donc pouvoir être imposé par l'employeur. La deuxième case, elle est beaucoup plus contraignante. C'est ce qu'on appelle une modification du contrat de travail. Et qui dit modification du contrat de travail dit nécessité d'obtenir au préalable l'accord du salarié. Donc, quand on est, Manon, sur une question de tâche, toute la question à se poser, c'est est-ce que les éventuelles nouvelles tâches que je vais attribuer à mon salarié, est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport à sa qualification ?
Je vais donner un exemple qui, évidemment, est vraiment caricatural, mais vous êtes dans la boulangerie, vous avez recruté un boulanger. Si demain, vous lui demandez de faire de la poissonnerie, on va considérer que ce n'est pas les mêmes tâches. Donc là, on serait dans une modification du contrat de travail. Si vous venez ajouter des tâches du type vous aviez à réaliser tel ou tel reporting. Demain, en plus de ce reporting, vous allez devoir répondre au téléphone ou potentiellement faire telle ou telle démarche auprès de futurs clients. On pourrait effectivement être sur un simple changement des conditions de travail que le salarié ne pourrait pas s'opposer. S'il s'oppose à ce changement de ses conditions de travail, eh bien, on est sur ce qu'on appelle une insubordination, c'est-à-dire qu'il commettrait une faute, qu'on verra donc à l'occasion de la troisième séquence. Mais oui, vous avez une marge de manœuvre en tant qu'employeur pour changer les conditions de travail d'un salarié. Alors, une petite réserve, une petite précision quand même si on est dans une logique de mon premier salarié, donc normalement, vous ne devriez pas être confronté à ce genre de situation, en tout cas pas tout de suite, mais sachez que pour les salariés qu'on appelle protégés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'un mandat lié à un comité social économique ou un délégué syndical, eh bien pour ces salariés-là, ils ont ce qu'on appelle une protection, un terme un peu barbare, exorbitante de droit commun. Ça veut dire que, y compris le simple changement de leurs conditions de travail nécessitera d'obtenir leur accord préalable. Mais pour le moment, gardez en tête cette distinction, changement des conditions de travail, je respecte la qualification du salarié, je peux lui imposer, modification du contrat. Je prends un autre exemple, mon salarié, je l'ai engagé pour une durée du travail de 26 heures hebdomadaires. Si je décide demain de passer son temps de travail à 22 heures ou à 33 heures, eh bien là encore, c'est une modification du contrat. Vous devez obtenir son accord préalable. Alors, si on parlait salaire, comment je peux payer mon salarié? Est-ce qu'il faut payer du cash? Est-ce que je peux payer au trimestre? Et est-ce que c'est obligatoire de l'augmenter, par exemple? Non, Muriel, évidemment que ce n'est pas obligatoire d'augmenter son salarié. Enfin. Alors, plus sérieusement, le cash, figurez-vous que c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement payer un salarié en espèces. C'est tout à fait prévu par le Code du travail, mais qui nous fixe quand même quelques limites. C'est-à-dire qu'on peut payer un salaire en espèces que dans la limite de 1 500 € par mois. C'est-à-dire qu'au-dessus, on sera nécessairement sur un virement, on sera nécessairement sur un paiement par chèque de banque. D'accord ? Donc, espèces, oui, mais limité. Votre deuxième question, Muriel, était est-ce que je peux payer, entre guillemets, mon salarié quand j'ai de la trésorerie, quoi. C'est-à-dire quand j'ai de l'argent, je débute mon business, je n'ai pas forcément tout de suite les liquidités pour me permettre de. Est-ce que je peux avoir une marge de manœuvre par rapport au paiement de mes salaires et donc de mon salarié? Alors là, pour le coup, la réponse, elle est catégorique, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a un principe de base depuis les années 70 en France, c'est celui de la mensualisation du salaire. Vous devez payer le salaire à échéance normale de paye. L'échéance normale de paye, c'est quoi? C'est la fin du mois. Alors évidemment, comme toujours en droit du travail, on a des exceptions. On se rappelle ce que je vous ai dit la première fois, en droit et en droit du travail, on a les principes et on a toujours une ou deux exceptions. On a là encore quelques exceptions, mais qui, je ne pense pas, vont beaucoup vous intéresser. C'est par exemple pour les travailleurs à domicile, qui ne sont pas pareils que les télétravailleurs. Ce n'est pas la même chose que des travailleurs à domicile et télétravailleurs. Pour les travailleurs saisonniers aussi, on a des exceptions. Et également pour les travailleurs intermittents ou temporaires. Là, évidemment, on a aussi des exceptions. Et sachez quand même que si vous n'êtes pas dans cette logique de mensualisation, eh bien, tout ça peut être passible d'une amende qui peut aller quand même jusqu'à 2 250 € pour les personnes morales. Donc, le principe, mensualisation, vous payez à la fin du mois le salaire. Et donc, vous m'avez posé une troisième question, Muriel, sur cette question de la rémunération. Fixation du salaire, augmentation. Il n'y a évidemment pas d'obligation légale en matière d'augmentation de salaire. Les seules augmentations, c'est celles qui vont résulter de deux cadres juridiques, soit celui qui est lié à votre convention collective, puisque les organisations syndicales, les partenaires sociaux vont négocier à fréquence potentiellement annuelle d'éventuelles augmentations de salaire au sens augmentation d'une valeur de points, augmentation d'un coefficient. Donc, c'est par ce biais-là qu'on peut avoir une augmentation, on va dire, automatique. Ou, deuxième possibilité, les augmentations qui sont liées à l'augmentation du salaire minimum de croissance, évidemment le SMIC. Et naturellement,
Le contrat de travail, on se le rappelle quand même, c'est un contrat entre deux parties qui normalement ont les mêmes prérogatives, les mêmes droits. Donc, naturellement, le salarié peut vous demander une augmentation, tout comme vous, employeur, vous pouvez spontanément formaliser telle ou telle augmentation de salaire ou une prime, puisque évidemment, il y a une petite subtilité entre une augmentation de salaire qui va donc être pérenne dans le temps, savoir tous les mois, eh bien, on aura cette augmentation qui va se répercuter, ou une prime exceptionnelle qui, comme son nom l'indique, est exceptionnelle et donc n'aura pas vocation à se répéter dans le temps. Moi, j'aurais une petite question, Stéphane, concernant le temps de travail plutôt. Mon activité, elle est en plein boom. Cette histoire de temps de travail, de repos, est-ce que tu peux nous en dire plus et le dimanche, est-ce qu'on est obligé de travailler ou de ne pas travailler? Alors, est-ce qu'on est obligé de travailler le dimanche? Après, la réponse est non. On est sur l'exception au principe. Alors, effectivement, il y a tout un sujet par rapport au temps de travail, puisque qui dit premier contrat, première activité, enfin premier développement d'activité, vous n'allez pas pouvoir considérer que votre premier salarié, c'est entre guillemets votre associé, c'est-à-dire quelqu'un qui justement n'a pas ce statut de salarié et n'est donc pas, entre guillemets, protégé par une législation sur la durée du travail. Alors, je ne vais pas vous refaire l'historique de la durée du travail, mais vous vous doutez bien qu'il y a quand même une notion que vous devez avoir en tête, c'est celle des 35 heures. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une durée légale du travail, c'est 35 heures par semaine. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà d'une prestation de travail qui est supérieure à 35 heures par semaine ou son équivalent au mois ou son équivalent à l'année si vous êtes dans un aménagement du temps de travail, eh bien, au-delà de cette durée légale du travail, on va parler de quoi? On va parler d'heures supplémentaires. Et donc, du coup, il faut bien articuler, bien avoir en tête ces deux notions. La durée légale du travail, c'est 35 heures, dès l'instant par semaine, hein, pas par jour, pas par mois, 35 heures par semaine. Dès l'instant que vous allez dépasser 35 heures par semaine, vous êtes dans une logique d'heures supplémentaires qui vont automatiquement générer deux choses. C'est alternatif, soit une majoration de salaire. Je ne vais pas vous expliquer les différents taux et les différents seuils, mais majoration de salaire ou, et ce n'est pas et, c'est ou, ce qu'on appelle un repos compensateur, c'est-à-dire qu'au lieu de rémunérer en numéraire l'heure supplémentaire, eh bien, le salarié va bénéficier d'un repos. Donc, ayez ça en tête en termes de durée du travail. La durée légale en France, encore aujourd'hui, quand bien même c'est décrié depuis des années, voire des décennies, eh bien, c'est toujours 35 heures. Et au-delà de cette période de référence, c'est des heures supplémentaires où on est, mais là, on va un peu s'écarter du cadre. On est sur un aménagement du temps de travail qui nécessite de conclure soit des accords collectifs, soit de se référer à des accords de branche, soit de prendre des décisions unilatérales pour justement essayer de faire moduler, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais de faire moduler le temps de travail à la hausse ou à la baisse. Le principe, 35 heures, au-delà, c'est des heures supplémentaires. En termes de durée maximale, en fait, il y a vraiment tout un cadre juridique qui vient protéger le salarié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en termes évidemment de charge de travail, mais aussi de durée du travail, puisqu'il y a tout ce qui est lié aux durées maximales. Et les durées maximales, elles sont soit entendues comme étant quotidiennes, et le principe, c'est 10 heures, c'est-à-dire que normalement, par principe, et donc vous vous doutez bien qu'il y a des exceptions, par principe, 10 heures est la durée maximale quotidienne de travail. Et quand on est sur les durées hebdomadaires, on est sur 48 heures par semaine et une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Donc, essayez de retenir 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Ce sont les durées maximales dont on peut franchir parfois le seuil, moyennant des demandes d'autorisation, par exemple, à l'inspection du travail. C'est-à-dire que si vous avez un coup de bourre énorme, vous pouvez effectivement écrire une gentille lettre à l'inspecteur du travail pour lui demander s'il vous autorise à faire travailler vos salariés au maximum 60 heures par semaine. Mais gardez quand même le principe que c'est l'exception. 60 heures, il vous faudra une autorisation de l'inspection du travail. Et donc, le corollaire des durées maximales, c'est évidemment les périodes de repos. Et là encore, vous avez des repos qu'on va entendre de façon quotidienne et des repos hebdomadaires. Repos quotidien, eh bien, c'est 11 heures consécutives par jour.
Et le repos quotidien, normalement, il doit être de 48 heures. Quotidien, pardon, hebdomadaire, évidemment. Et vous avez le temps de pause qui, lui, doit atteindre 20 minutes des 6 heures de travail accompli, sauf disposition conventionnelle. Et évidemment, je vous invite vraiment à prendre connaissance des conditions de votre convention collective, puisque on peut avoir, selon les branches d'activité, vraiment des dispositions particulières. Ce que je vous livre là, c'est vraiment le cadre général, le droit du travail. Donc, pause 20 minutes des 6 heures de travail consécutifs. Et pour répondre à votre boutade, Manon, non, il n'y a pas d'obligation à travailler le dimanche, puisque le principe, là encore, c'est celui du repos dominical. Dérogation possible selon certains secteurs d'activité. Évidemment, les commerces de détail alimentaire en font partie, des dérogations qui sont liées également aux zones géographiques ou encore données par le maire. Mais le principe, c'est le repos dominical. Et alors, puisqu'on parle de repos, est-ce que tu peux continuer de préciser un peu comment on utilise les congés payés? Enfin, c'est quoi la règle autour de ça? Congés payés. Alors, j'ai cru comprendre, Muriel, que tu me parlais des congés payés. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement pour moi le petit problème de son, mais si on parle des congés payés, là encore, on est sur la logique de protection de la santé du salarié, puisque c'est en fait ce dont on discute hein, quand vous allez vivre avec votre salarié. L'une de vos obligations, on va dire première, c'est d'assurer sa santé, d'assurer sa sécurité, d'assurer son bien-être au travail. Et parmi ce qui permet aux salariés de se sentir bien au travail, c'est la conquête des années 80, c'est évidemment la 5e semaine de congé payé, c'est le droit au congé. Là, les règles sont relativement simples. Le salarié va acquérir 2 jours et demi ouvrables par mois de travail réalisé chez le même employeur. Et vous devez connaître le taquet, c'est évidemment les 5 semaines, et donc ça représente 30 jours ouvrables pour une année complète de prestations de travail. En ce qui concerne la fixation des congés, c'est à vous de fixer normalement les congés, même si en pratique, on a bien tous conscience que ce sont les salariés ou votre salarié qui va vous faire la demande pour être absent sur telle ou telle période, mais le principe, c'est vous, employeur, qui fixez la période de prise de congé sur la période qui va normalement du 1er mai au 31 octobre, puisqu'ensuite, c'est des règles un peu compliquées de prise notamment de la 5e semaine. Il y a aussi des questions de fractionnement du congé payé principal qui vont entraîner des jours de repos supplémentaires. Là, je complexifie un peu le propos. Donc, gardez le principe que la période, c'est du 1er mai au 31 octobre, que vous avez également la possibilité de décaler les jours de congé qui ont été fixés, évidemment, moyennant un délai de prévenance d'1 mois, puisque vous vous doutez, le salarié a posé ses congés, il a pris des engagements, donc vous avez une marge de manœuvre, mais elle reste exceptionnelle, et vous pouvez même, et c'est ce qu'on a connu là, ce qu'on a connu, Jean-Paul, passé avec la période de crise, vous avez certainement dû entendre qu'une série d'ordonnances avait été prise pour permettre à l'employeur de venir décaler des jours de congé ou des jours de RTT. Gardez le principe c'est vous pouvez le faire, mais moyennant un délai de prévenance d'1 mois, sauf circonstances exceptionnelles, ce qu'on a vécu depuis maintenant 1 an et demi. Donc la question des congés payés, je vous ai dit en introduction de cette partie qu'elle était relativement simple, mais dès l'instant qu'on rentre dans le détail de la fixation des congés, vous allez vite vous rendre compte, alors vous, votre expert comptable, votre conseil juridique peut-être, qu'au final, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de règles en ce qui concerne donc, les reports, en ce qui concerne le fractionnement, la pause, quid si l'hypothèse d'une fermeture de votre activité. Bref, il y a toute une série de règles pour un sujet qui paraît relativement simple, mais en réalité, les questions qui sont liées aux congés payés sont, hélas, particulièrement complexes, Muriel, j'en suis désolé. On entend souvent parler, tu sais, de bien-être au travail, de QVT, de qualité de vie au travail. Concrètement, on parle de quoi en fait? Alors ça, c'est une bonne question. Concrètement, on parle de quoi? Comme je vous l'ai indiqué juste avant sur les questions de repos, de congé, l'une de vos premières obligations, au-delà de fournir un travail et de rémunérer le salarié pour son travail, eh bien, c'est d'assurer la santé, la sécurité et aujourd'hui, on peut carrément dire le bien-être au travail du salarié. C'est-à-dire que
On a connu toute une évolution en termes de jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? C'est d'un côté le Conseil de prud'homme qui est le premier étage, on va dire, de la jurisprudence. Ensuite, on a les cours d'appel et encore au-dessus, on a la Cour de cassation. Et la Cour de cassation fait le droit, quelque part, c'est-à-dire que c'est elle qui vient appliquer les dispositions prévues par le Code du travail et elle fait vraiment de la santé du salarié, de sa sécurité, vraiment une pierre angulaire de sa construction. Et donc, quand on parle de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, eh bien, c'est tout ce qui va vous permettre effectivement d'assurer cette obligation qui est la vôtre de santé et de sécurité. Alors, de quoi on parle concrètement? C'est d'être dans des conditions de travail, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des conditions de travail qui permettent l'épanouissement du salarié. On aura peut-être une question tout à l'heure sur les questions de formation, d'adaptation au poste du salarié. Comment est-ce que je vais encadrer l'activité du salarié? Est-ce que je vais avoir des entretiens fréquents avec lui pour lui permettre d'avoir une feuille de route? Bref, la QVT, c'est vraiment le terme que vous entendez, qui est à la mode à côté de la QVT. Aujourd'hui, on a la RSE, on a toutes ces thématiques-là qui n'ont pas, on va dire, de consistance juridique. C'est-à-dire que vous pouvez chercher dans le Code du travail le terme de qualité de vie au travail, vous allez le voir à une occasion, c'est sur ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires. Alors, avant d'arriver au stade de la négociation annuelle obligatoire, votre business, si on part du principe que vous allez recruter un salarié et qu'on est là pour discuter de ceux qui ont un ou deux salariés, vous n'en êtes pas encore là. C'est-à-dire que vous n'avez pas atteint les seuils de 50 salariés, 100 salariés, mais ce n'est qu'à ce moment-là où vous allez avoir vraiment une obligation de négocier sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. À notre échelle, on est vraiment sur des règles de base d'implication, d'ambiance, d'intérêt au travail, d'autonomie, d'implication, etc. Mais on est vraiment à la base sur la notion de santé au travail, sécurité au travail. L'enjeu, c'est vraiment la santé des salariés au-delà même des enjeux économiques. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, c'est mieux. Un petit problème de son, désolé. Bon, moi, je voulais parler de la vie du contrat de travail et surtout du lien avec le salarié. C'est-à-dire comment on peut contrôler ou superviser son travail, comment on peut constater les écarts ou sanctionner. Enfin, comment ça se passe tout ça en réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire surtout? Oui, alors effectivement, Muriel, c'est une bonne question. Évidemment, l'une de vos prérogatives en tant qu'employeur, c'est celle de pouvoir contrôler l'activité du salarié. Mais ce contrôle de l'activité du salarié, il ne va pas se faire n'importe comment. C'est-à-dire que là, on a connu avec l'essor du télétravail toute une nouvelle, on va dire, je peux dire branche du droit, mais en tout cas, on a fait évoluer les questions classiques de contrôle du salarié avec tout ce qui est logiciels qui viennent un peu tracer. Vous avez certainement dû en entendre parler dans les médias, les keyloggers, des surveillances excessives par webcam. On était en capacité de déterminer sur l'écran du salarié le nombre de clics. Bref, tout ça, demain, c'est sûr qu'on va avoir des contentieux sur ce sujet-là, puisque si vous pouvez contrôler l'activité du salarié, encore faut-il que le salarié soit évidemment informé des contrôles que vous avez mis en place et que ces moyens de contrôle soient licites. Donc, par exemple, la question classique, c'est la géolocalisation. Pour ceux qui ont une activité commerciale qui nécessite beaucoup de déplacements, eh bien, vous pouvez, dès l'instant que le salarié est informé, utiliser effectivement la géolocalisation pour surveiller, contrôler l'activité du salarié, puisqu'on est bien dans une logique de salarié. Hein. Quand on va commander son Uber Eats ou son Deliveroo et qu'on peut géolocaliser notre livraison, c'est un vrai sujet par rapport à la requalification de toutes ces personnes-là en termes de salariés. Parce que justement, il y a un lien de subordination, puisque derrière tout ça, c'est quoi comme principe de base? C'est celui du lien de subordination. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un contrat de travail? C'est un lien de subordination. Qu'est-ce que le lien de subordination? C'est notamment que vous pouvez contrôler l'activité du salarié et sanctionner le salarié en cas de manquement ou de faute dans l'exécution de son contrat de travail. Donc, on le verra lors de la troisième séquence, mais oui, vous pouvez contrôler. Oui, il faut prévenir le salarié.
Et lorsque vous aurez suffisamment développé votre activité et que vous aurez au minimum 11 salariés, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle un comité social économique et vous devrez aussi informer, voire même consulter ces représentants du personnel sur le contenu des outils de contrôle que vous allez mettre en place auprès des salariés. Alors moi, j'ai trouvé une solution. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je souhaiterais mettre en place une charte de bonne conduite. Tu trouves que je délire complètement ou c'est une bonne idée? Ben non, c'est plutôt une bonne idée, Manon, d'aller dans cette logique de j'ai plusieurs instruments, j'ai plusieurs cordes. C'est-à-dire que j'ai d'un côté mon contrat de travail. On avait évoqué lors de la première séquence qu'il n'était pas forcément pertinent de mettre dans le contrat de travail toute une série de clauses pour justement me laisser une marge de manœuvre. Et marge de manœuvre par rapport à quoi? Par rapport à ce que je vous ai évoqué au début de l'intervention. Modification du contrat, changement des conditions de travail. Si vous rigidifiez tout dans votre contrat de travail, bah évidemment, le salarié va dire c'est gravé dans le marbre, c'est dans mon contrat, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, on peut effectivement avoir, et après, peu important la terminologie, une charte, une décision de l'employeur, une note de service, un règlement intérieur. C'est effectivement une bonne idée que de venir coucher sur papier des règles qui vont s'appliquer pour votre premier salarié et qui auront vocation à s'appliquer demain à l'ensemble de vos salariés. Alors, sachez évidemment qu'il y a des obligations derrière la mise en place de ce genre d'outils. Et notamment, quand on parle de règlement intérieur, le règlement intérieur du personnel, on a eu une modification des seuils. C'est-à-dire que pendant très longtemps et jusqu'en 2018, le règlement intérieur qui peut faire office de charte, eh bien ce règlement intérieur, il était obligatoire dès l'instant que vous atteigniez 20 salariés. Le seuil a été remonté pour aujourd'hui être à 50 salariés. Donc ça veut dire que vous n'avez a priori, pour ceux qui sont présents autour de la table virtuelle, pas d'obligation de mettre en place ce règlement intérieur. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation à mettre en place le règlement intérieur qu'il ne faut pas réfléchir à mettre sur papier des règles, les règles d'hygiène, les règles de sécurité, les règles en matière de prise de poste, à quelle heure vous arrivez, les règles liées aux sanctions disciplinaires, les droits accordés aux salariés dans le cadre d'éventuelles sanctions disciplinaires. Donc non, c'est une très bonne idée, y compris si vous n'atteignez pas les seuils où ça devient obligatoire. Moi, ça me semble être une assez bonne idée de venir co-construire le cas échéant avec votre salarié, si vous êtes vraiment dans cette logique-là, pourquoi pas, de venir co-construire avec lui une espèce de charte de bonne conduite. C'est clairement à la mode. Ça s'appelait avant le règlement intérieur. Aujourd'hui, voilà, on vient de discuter. Il y a un règlement intérieur, il y a une charte de bonne conduite, il y a une charte informatique, il y a beaucoup de terminologie juridique. Mais gardez le principe que ça me semble être une bonne idée que d'aller sur cette logique-là, de tenter de poser par écrit pour éviter justement une surprise dans le cadre de la vie avec votre premier salarié, qu'il ait également lui aussi des clés de ce qu'on attend en termes de comportement. Super, merci. Merci. Oh, pardon, je t'en prie, Muriel. Non, vas-y, tu as piqué ma place. Non, mais du coup, peut-être dans le temps question-réponse, moi j'en ai une sur le règlement intérieur, on y reviendra peut-être après. Mais là, moi je voulais savoir sur la formation. Alors voilà, quand on a un salarié, voire deux, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif obligatoire? Est-ce qu'on doit le former? À quel rythme? Voilà, par quel montage ou dispositif financier on peut mettre ça en place? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, Stéphane? Alors, ça participe aussi, Muriel, de quelque part la qualité de vie au travail du salarié. C'est-à-dire que votre activité a potentiellement quand même pour essence de se développer et donc il faut que vos salariés puissent accompagner votre développement. Donc effectivement, l'employeur, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait quelques obligations qu'on pourrait dire primaires, fournir du travail, rémunérer le salarié, s'assurer de préserver son état de santé. On a une quatrième obligation qu'on pourrait dire primaire, c'est celle de formation, une obligation générale de formation. Et alors, si on veut être encore plus précis, c'est pas tant la formation au sens formation qualifiante du terme. Évidemment, on ne va pas vous imposer
Dans mon exemple que je vous ai pris complètement caricatural tout à l'heure, on ne va pas vous imposer de former un boulanger pour qu'il ait une formation qualifiante pour n'importe quoi, traiter de poisson. Non, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au poste, l'employabilité des salariés. Votre obligation en tant qu'employeur, c'est d'adapter, de maintenir le salarié adapté à son poste et à l'évolution de son poste. Maintenir les capacités du salarié à occuper un emploi, que ce soit dans votre entreprise ou demain dans une autre entreprise. Là, c'est vraiment un contentieux, nous, qu'on voit se développer au cabinet, parce que pendant très longtemps, ce n'était pas un sujet. C'est-à-dire que les employeurs n'allaient pas vraiment sur cette question de la formation. Aujourd'hui, et pourquoi ça se développe, notamment en termes de contentieux, on le verra un peu lors de la troisième séquence, et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la barémisation des indemnités en cas de licenciement. Donc, le but, quelque part, pour les salariés, c'est de récupérer un maximum de dommages et intérêts en multipliant les chefs de demande. Et donc, parmi les chefs de demande qu'on retrouve de plus en plus devant les conseils de prud'homme, il y a dommages et intérêts pour absence de formation, d'adaptation au poste. Et effectivement, on a de plus en plus de décisions qui viennent constater que l'employeur a manqué à l'une de ses obligations, qui est celle d'adapter le salarié à son poste. Alors, on est encore aujourd'hui dans des cas extrêmes de salariés qui ont 10, 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise et qui n'ont bénéficié d'absolument aucune formation. D'accord ? On est aujourd'hui dans cette logique-là, mais il est à peu près certain que demain, on va vraiment affiner ce contentieux et on va venir potentiellement rechercher l'employeur sur cette responsabilité-là. Donc, gardez en tête que formation, oui, mais dans une logique d'adaptation au poste, d'employabilité, pas de formation qualifiante. Ou alors, on est ensuite sur, et on ne l'a pas évoqué lors de la première séquence, mais on va en dire deux mots, tout ce qui est clause de difformation. C'est-à-dire que je vais m'engager à financer une formation lourde qui n'est pas obligatoire, et en contrepartie, le salarié va s'engager à rester pendant une période déterminée à mon service, et si jamais il devait quitter l'entreprise dans un délai qu'on déterminera dans le cadre de cette clause contractuelle ou d'un avenant au contrat de travail, eh bien, il serait amené à me rembourser tout ou partie des sommes que moi j'ai engagées. Donc, les formations qualifiantes, c'est vraiment plus dans cette logique-là. Et on a également un deuxième sujet qui s'est développé depuis maintenant 6 ans. Donc, vous voyez, ça date quand même, mais à l'échelle du droit du travail, c'était hier. C'est ce qu'on appelle les entretiens professionnels. C'est-à-dire que vous devez, et là c'est important, peu important la taille de votre structure, que vous ayez un salarié ou que vous en ayez 15 000, vous avez l'obligation de faire tous les 2 ans, donc à compter de l'embauche du salarié, vous avez l'obligation de faire tous les 2 ans ce qu'on appelle un entretien professionnel. Et alors attention, entretien professionnel, ce n'est pas un entretien annuel d'évaluation, ce n'est pas la même chose. Un entretien professionnel, c'est notamment pour venir discuter des perspectives d'évolution du salarié en lien avec justement des formations, de l'adaptation au poste. Et sachez, pour ceux qui ont des salariés depuis un peu plus longtemps, eh bien que si vous avez des salariés en poste depuis 6 ans, vous avez jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire la fin du mois, pour faire ce qu'on appelle le dernier entretien, c'est-à-dire l'entretien de bilan des 6 ans. Et si vous ne faites pas cet entretien-là au 30 juin, vous allez avoir une sanction. Et cette sanction, c'est quoi? C'est d'abonder ce qu'on appelle le compte personnel de formation du salarié, le CPF, et vous allez devoir l'abonder pour une somme de plusieurs milliers d'euros. Alors, vous vous doutez que lorsqu'on est un employeur avec 1 ou 2 salariés, bon, la charge est importante, mais imaginez pour les employeurs qui ont des milliers de salariés qui n'ont effectivement pas pris ce sujet au sérieux et qui, là, aujourd'hui, interrogent le cabinet sur le thème, mais ça va me coûter plusieurs millions d'euros l'histoire. Oui, ça va effectivement vous coûter plusieurs millions d'euros. Donc, ne prenez pas ce sujet à la légère, puisque, je le répète, cet entretien professionnel, il est obligatoire tous les 2 ans et il doit se faire avec un entretien bilan à 6 ans. Et on est vraiment sur une logique de parcours professionnel. Je ne sais pas si j'ai été clair sur le sujet, c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais parce que formation, c'est vraiment quelque chose qui me semble être important. Et en termes de financement, vous avez tout ce qui est OPCO, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement aller récupérer du financement auprès des OPCO qui sont là pour ça, puisque vous cotisez aussi pour eux. J'ai juste une petite question pour juste compléter ce que tu viens de dire sur l'entretien professionnel tous les 2 ans et l'entretien bilan à 6 ans.
Comment ça se passe? Ça veut dire qu'en fait, il faut le formaliser si on est contrôlé. Enfin, comment ça se passe? Ils vont nous demander, il faut l'envoyer de manière officielle à quelque part, et puis comment ça se passe? Là, pour le coup, non, effectivement, il y a personne qui va débarquer dans votre société pour venir vous demander si vous avez fait des entretiens tous les 2 ans. Donc, on est dans une logique de système autodéclaratif. C'est-à-dire que vous, employeur, vous allez déclarer que vous n'avez pas satisfait à vos obligations légales. Et donc, vous allez effectivement, alors c'est auprès de la Caisse des dépôts, vous allez faire un versement qui correspond à 3 000 euros. C'est-à-dire que vous allez verser à la Caisse des dépôts 3 000 euros en remplissant un petit formulaire. Et cette somme-là va ensuite être créditée sur le compte personnel de formation du salarié. Et effectivement, Muriel, tu as raison, il est absolument impératif que, en cas de demande d'un salarié ou un jour de contrôle de l'inspection du travail, vous vous ménagiez la preuve qu'effectivement, il y a bien eu cet entretien. Donc là, vous allez vous balader sur Internet ou vous allez faire appel à votre réseau CJD ou réseau Entreprendre qui vont certainement vous communiquer ou entre vous des trames d'entretien professionnel qui vont vous permettre eh bien, de conserver ça dans votre armoire et de le garder au minimum pendant 6 ans. Peut-être pour rester sur les obligations, est-ce que tu peux aussi nous dire, je sais pas, je pense aux repas qu'on peut avoir au boulot, les tickets resto, les tickets de métro, bon, pour les Parisiens, le pass Navigo, qu'est-ce que je dois prendre en charge de façon obligatoire? Ouais, alors ça, c'est un sujet qui revient un peu en force, notamment celui qui est lié à la prise en charge des frais de transport. Parce qu'évidemment, avec la crise sanitaire, avec le développement du télétravail, beaucoup de salariés se sont rendus compte que je pouvais faire mon boulot dans un endroit peut-être plus sympathique que mon appartement parisien où tout est fermé. Pardon, je fais mon parisien. Mais donc, du coup, sachez que au-delà des 50% du pass Navigo, donc pour les franciliens, l'employeur doit aussi obligatoirement prendre en charge les frais de transport, abonnement multimodaux type SNCF. Ça veut dire que si demain, vous acceptez, dans le cadre d'une discussion avec votre salarié, qui vous dit, moi, j'aimerais bien bosser 3 jours par semaine dans ma maison de campagne, quitter la ville. Et oui, il n'y aura pas de problème, je reviendrai parce qu'au final, même en cas d'urgence, je suis à 3 heures de train. Et ben, sachez que quand bien même ce serait à l'initiative du salarié, eh bien, s'il vous produit son abonnement SNCF pour, je donne un exemple, faire la ligne Paris-Tours, eh bien, vous devrez prendre également 50% du coût de cet abonnement prévu par le Code du travail. Donc ça, beaucoup l'ont oublié dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, lorsqu'il y a eu beaucoup de discussions, de négociations sur télétravail, plus je décide d'aller réaliser une prestation de travail dans un lieu autre que mon domicile habituel. Donc, il y a bien une obligation qui va au-delà, Manon, du seul pass Navigo pour les franciliens. Et pour la question des tickets restaurants, à Paris, on va enlever tout de suite un espèce de mythe. Il n'y a aucune obligation de financer des tickets restaurants pour les salariés. Il n'y a pas. Vos obligations, elles vont arriver à partir d'un certain seuil de salariés. Et le seuil, là, on parle de 50 salariés, où vous allez devoir mettre en place des équipements pour permettre aux salariés de se restaurer autrement que devant son écran d'ordinateur. Mais sinon, il n'y a aucune obligation de fournir un ticket restaurant aux salariés, quand bien même il n'y aurait pas de restaurant d'entreprise au sein de la structure. Alors, évidemment, c'est le principe. Et là, pour le coup, les exceptions, on va les retrouver où? On va les retrouver notamment au niveau des conventions collectives qui vont prévoir toute une série de primes, les primes de panier, les primes repas, pour justement, entre guillemets, améliorer les conditions de travail du salarié. Et vous allez avoir sur votre bulletin de paye telle ou telle prime ou telle indemnité qui va justement venir compenser le fait que le salarié prend son repas à l'extérieur. Ok, alors puisqu'on est sur la dimension un peu repas et autres, bon, les terrasses viennent de rouvrir. Non, mais est-ce qu'il y a un cadre pour les coûts d'entreprise? Est-ce qu'on peut consommer tout et n'importe quoi sur place, de l'alcool, de la drogue, du chocolat? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'ailleurs, il va falloir se dépêcher parce que moi, j'ai bientôt rendez-vous en terrasse. Là, il est 17h40. À Paris, les places sont chères. Ah oui. Donc, consommation d'alcool, figurez-vous que oui, c'est interdit, mais comme à chaque fois, on a des exceptions.
Et alors là, on a une disposition du Code du travail qui est un peu complètement désuète, où on vient nous dire que la consommation d'alcool sur le lieu de travail est interdite, sauf le vin, la bière, le cidre et le poiré. Donc, là, c'est le principe. Maintenant, évidemment, c'est justement dans le document qu'on a évoqué précédemment, Manon, une charte ou un document faisant office de règlement intérieur, que vous allez encadrer cette consommation d'alcool, puisque évidemment, le sujet, au-delà d'une certaine qualité de vie au travail, les apéros entre collègues, d'accord, mais de l'autre côté, c'est quoi votre obligation? C'est celle d'assurer la santé, la sécurité des salariés. Et par exemple, si à l'occasion d'un pot réalisé dans l'entreprise, pendant ou après le temps de travail, eh bien, si le salarié a un accident lorsqu'il rentre chez lui, eh bien, votre responsabilité pourra être engagée, puisqu'on va être sur une logique ensuite de accident du travail avec une petite subtilité, puisqu'on serait sur un accident de trajet. Mais attention par rapport à cette consommation d'alcool, oui, c'est possible. Maintenant, vous devez l'encadrer et surtout, les abus pourraient avoir des conséquences assez désastreuses, notamment en termes d'image, mais aussi et surtout en termes de responsabilité pour l'employeur. Donc oui, c'est possible. La drogue, évidemment, ce n'est pas possible, rien. Tout ça pouvant se retrouver dans le règlement intérieur de l'entreprise pour vraiment cadrer les choses afin qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté. Alors peut-être une question que je me pose à moi-même, mais les tests, c'est-à-dire aujourd'hui, les tests PCR, on y va tous sans aucun problème, mais est-ce que ce serait la même chose pour des tests de dépistage de consommation de drogue ou d'alcool? Eh bien, la réponse est oui, c'est tout à fait possible d'instaurer ce genre de tests et de contrôle. On est toujours sur cette notion de contrôle, de lien de subordination. Vous pouvez contrôler ces sujets-là, mais dès l'instant que vous avez mis en place une procédure. Les procédures, c'est quoi? C'est notamment pour le salarié la possibilité de venir contester, de faire une contre-expertise. C'est la possibilité de se faire assister au moment du test par quelqu'un. Donc, vous pouvez contrôler, mais tout en garantissant, parce que c'est ça derrière la finalité, tout en garantissant les droits du salarié. Super, je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions et je vois que dans le chat, il n'y a pas forcément de questions qui sont remontées. N'hésitez pas là, il nous reste 2-3 minutes. Peut-être moi j'en profite, Stéphane, on en a parlé la dernière fois, mais je me dis que c'est quand même un sujet que tu as un tout petit peu évoqué. Sur la question du télétravail aujourd'hui, est-ce que tu peux peut-être nous dire voilà, quel est le cadre légal et comment est-ce que ça fonctionne dans le cadre d'un premier contrat et comment ça peut évoluer? Alors effectivement, aujourd'hui, le télétravail, c'est évidemment un aménagement du temps de travail qui est à la mode. Donc, on a eu, on va dire, une période de télétravail contrainte, imposée, parce qu'on était dans un changement des conditions de travail, c'est-à-dire que du fait de la crise sanitaire, l'employeur a pu imposer aux salariés le télétravail, mais sachez que c'est l'exception au principe, puisque le principe, c'est quoi? C'est un consentement des deux parties. C'est-à-dire que ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire le salarié et l'employeur, ne peuvent imposer le recours au télétravail. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce recours au télétravail doit faire l'objet d'une négociation entre les parties pour formaliser le nombre de jours, les modalités de communication, les éventuels remboursements de frais qui seraient engagés par le salarié dans le cadre du télétravail. Donc, ça fait partie d'une négociation, y compris si vous avez mis en place une charte télétravail, toujours cette terminologie de charte télétravail, ou un accord collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez unilatéralement décidé de règles concernant le fonctionnement du télétravail que vous allez pouvoir imposer aux salariés le télétravail. Oui, et alors si justement, alors là c'est une question un petit peu décalée parce qu'on n'est pas sur des primo-emploi ou de la microstructure, mais si on avait justement cet accord collectif du télétravail, forcément on peut le changer assez facilement cet accord, parce que si on était parti sur une base avant Covid, c'est pas forcément la même après. On est plus habitué, on sait qu'on peut le faire, puis en même temps, alors, il y a vraiment trop bien dissocier le cadre que je donne à la mise en place du télétravail de l'acceptation par le salarié du télétravail. Donc, si vous avez fait un accord collectif
eh bien, pour modifier cet accord collectif, c'est ce qu'on appelle une procédure de révision avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire que vous allez modifier entre vous, moyennant la conclusion d'un avenant, pas un avenant au contrat, mais un avenant à l'accord collectif. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous avez la possibilité de dénoncer cet accord collectif qui arrêtera de produire ses effets moyennant un certain délai. Sans rentrer dans les détails, on est sur 15 mois. Si vous avez introduit le télétravail par le biais d'une charte, ce qui est tout à fait possible, donc quelle est la valeur juridique d'une charte? C'est ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur que vous pouvez dénoncer moyennant le respect d'une procédure auprès des salariés, il faut les informer, auprès des représentants du personnel, il faut également les informer et il faut laisser un délai de prévenance suffisant. Et une fois que cet instrument juridique est tombé, vous en reprenez un autre avec les mêmes, avec des dispositions modifiées. Il y a une question de Franck dans le chat qui n'a pas pu voir, je crois, le premier épisode et qui dit: est-ce que dans le contrat de travail, il faut mettre l'essentiel des modalités légales? Alors, tu avais évoqué ça dans le précédent, mais peut-être tu peux lui faire une petite réponse. Oui, alors effectivement, moi je suis plutôt partisan de le moins on en met, le mieux on se porte, parce que sinon vous allez rigidifier tout de suite vos conditions de travail. Et quelque part, ça n'a absolument aucun intérêt de mettre dans un contrat de travail un rappel des dispositions légales. C'est-à-dire que le code du travail, il va s'imposer à vous comme aux salariés. Il n'y a pas besoin de remettre ces règles-là dans le contrat de travail. Par contre, je me répète, vérifier les dispositions de votre convention collective qui, elles, peuvent prévoir dans les articles, généralement c'est au début, peuvent prévoir quelles sont les clauses obligatoires que doivent contenir un contrat de travail. Donc, il y a vraiment à faire la petite gymnastique intellectuelle de ça. Il n'y a pas besoin de le mettre dans le contrat de travail puisque de toute façon, c'est du légal ou c'est du conventionnel. Ça, je vais le mettre parce que ça m'intéresse de mettre cette clause-là ou c'est une clause qui est obligatoire. Par exemple, les salariés à temps partiel, c'est obligatoire. De mettre la rémunération du salarié, c'est obligatoire. De mettre une période d'essai, lorsqu'on veut mettre une période d'essai, il doit y avoir une clause dans le contrat de travail. Donc, il y a vraiment une petite gymnastique entre les clauses à introduire dans le contrat, mais mettre des dispositions légales, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, je sais que c'est l'heure, on devrait conclure là, mais j'ai une toute petite question. Quelle est la différence entre le règlement intérieur et le document unique de risque? Le document unique d'évaluation des risques professionnels, on parle de ça. Donc oui, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, le règlement intérieur, qui, comme son nom l'indique, vient fixer des règles en termes de conditions de travail, de sanctions disciplinaires, et de l'autre, on a un autre document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est distinct en fait. C'est un autre instrument juridique, un autre document. Donc ne les confondez pas, effectivement. C'est deux choses différentes. Comme son nom l'indique, l'évaluation des risques. Il est obligatoire dès le premier salarié? Oui, il n'y a pas de notion. Il n'y a pas de notion de seuil pour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ok, très clair. Eh bien, merci. Moi, j'ai plus de questions. Manon, est-ce que tu en as de ton côté? Non, c'est bon, et plus non plus dans le chat. Bon. Eh bien, nous allons conclure. Peut-être de rappeler qu'on a un troisième rendez-vous pour finir cette, je ne vais pas dire trilogie, mais cette série sur le thème de la première fois. La prochaine fois, on va traiter de la rupture ou de la fin du contrat de travail, quelle que soit la nature de ce qui a occasionné cette fin. Et ça aura lieu le 17 juin, si je ne me trompe pas, à 17h également, en direct. On vous refera une petite communication, mail, LinkedIn et autres intranet. Donc, soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. Et vous allez avoir les replays, comme c'est précisé par notre équipe dans le chat. On va avoir le replay bientôt sur LinkedIn. Vous pourrez les consulter aussi. Ceux qui ont loupé les 2 premiers épisodes. Merci beaucoup à tous. Merci Manon. Et merci Stéphane pour toute cette expertise. Merci à bientôt. Merci, bonne soirée.